Bill Ackman a vendu 94% de sa position Alphabet pour acheter du Microsoft et ça s'est passé le trimestre dernier. Ce qui veut dire qu'il a vendu plusieurs milliards pour acheter plusieurs milliards de Microsoft, plusieurs milliards de dollars, pas plusieurs milliards d'actions. Ça fait que, je rappelle, depuis 2007, Bill Ackman a passé son portefeuille d'un petit peu plus de 1 milliard à une valeur actuellement de 15 milliards de dollars. Alors pourquoi il a fait ce choix? Est-elle la question? Et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Est-ce que Microsoft est réellement si intéressant que ça? Est-ce qu'à la valorisation actuelle, on est vraiment sur une opportunité de marché énorme? Personnellement, en toute objectivité, j'en ai acheté également ce trimestre et je sais que tous les membres Stocklens en ont acheté ce trimestre. En parlant de Stocklens, toute cette vidéo aura lieu sur Stocklens, la chaîne Stocklens sur laquelle tu regardes cette vidéo. Eh bien, je posterai une vidéo par semaine tous les dimanches à 18h. Donc, je t'invite fortement à t'abonner, à mettre un petit like à cette vidéo et tout simplement revenir la semaine prochaine à 18h pour plus d'analyse de titres, en sachant que cette semaine, c'est Microsoft. Et la semaine prochaine, ça peut être l'action que tu vas me commenter sous cette vidéo. Maintenant, passons à Microsoft et regardons le résumé exécutif de l'action. J'essaie de faire remarcher ma lumière à 100%. Bon, on va faire comme ça, on va faire avec le peu de luminosité que j'ai ici. C'est pas très grave, de toute façon, ce qui importe le plus, c'est l'écran, c'est le screener. Et vous avez 14 jours d'essai gratuit dans la bio pour tester le screener qui est très compétitif. Vous allez voir tout au long de cette vidéo. Les derniers earnings de Microsoft ont laissé paraître une baisse de CAPEX, mais ça ne va pas durer. Le problème de Microsoft et pourquoi la baisse sur un an est si violente, c'est parce que tout simplement, et encore sur un an, c'est un petit peu moins, parce qu'on était monté à 540 $ en octobre, c'est il n'y a pas si longtemps que ça, tout simplement parce que les CAPEX de Microsoft sont littéralement abusifs. Comme tu peux constater juste ici, on a 97 milliards de CAPEX en 12 months, trailing 12 months, c'est-à-dire sur les 12 derniers mois glissants, et surtout sur l'année 2025, on a eu 65 milliards de CAPEX. Mais pour la première fois depuis un moment, eh bien, sur les résultats du Q3 fiscal de Microsoft 2026, eh bien, on a eu une baisse de ces dépenses CAPEX avec uniquement 31 milliards. C'est énorme, c'est énorme. Mais on a surtout une guidance pour le T4 fiscal, encore une fois, à 40 milliards de dollars, donc ce qui continue de mettre des niveaux de CAPEX très hauts. Et donc ce qui fait que le titre n'a toujours pas remonté puisque c'est le problème majoritaire de Microsoft. Maintenant, regardons plusieurs choses. La première, c'est que le chiffre d'affaires du trimestre s'élève à 83 milliards, en hausse de 18%, c'est juste énorme. Le bénéfice par action est en hausse de 21%, c'est une très belle croissance. Maintenant, le chiffre d'affaires Microsoft Cloud, donc qui va inclure le professionnel, est en hausse de 29%. Maintenant, si on prend juste Azure tout seul, on est à plus 40%. 39% à taux de change constant. Ça va, t'es encore resté à 39%. Le revenu annualisé, donc l'ARR, l'annual recurrent revenu récurrent, donc qui est valorisé 3 à 6 fois ce que ça vaut réellement, supérieur à 37 milliards de dollars en hausse de 123%. Donc, on a une activité IA qui se dynamise. Alors certes, on n'est pas encore au top du top, on n'est pas en top de tableau, mais 37 milliards de revenus récurrents. Ok, comptez bien ça. Ça paraît peu comparé au chiffre d'affaires total du trimestre. Sachez que d'ailleurs les 37 milliards, c'est sur l'année, c'est pas sur le trimestre. Donc, on est sur des très bons résultats. Maintenant, l'année calendaire 2026 attend 190 milliards de dollars de CAPEX. Et ça refroidit encore pas mal de monde, puisque ça veut dire que quand on utilise des CAPEX, et ça je vais vous le montrer assez simplement, on va regarder sur les 10 dernières années, ça veut dire qu'on crée de la différence et on crée un vide entre notre operating cash flow, donc l'argent qu'on va générer réellement par notre entreprise, et notre free cash flow, l'argent qui va nous rester pour faire des retours aux actionnaires, par le biais de dividendes, par le biais de rachat d'actions, mais aussi réinvestir dans sa propre entreprise et garder du cash en stock. Ça, c'est les 3 options qu'on peut faire une fois le free cash flow arrivé. Sauf que si notre operating cash flow, lui, monte en flèche, et ça chaque année, eh bien, vous voyez que notre free cash flow sur les 10 dernières années, on n'est qu'à 12% de génération. En sachant que sur les années 2026 calendaire et 2027 calendaire, pourquoi je dis calendaire? Parce que fiscalement, on est décalé. Eh bien, sachez que la guidance n'est pas exceptionnelle et que clairement, Bill Ackman l'a dit aussi dans son post, on préfère voir une entreprise qui investit massivement maintenant pour pouvoir être le fleuron, le meilleur élève de l'industrie en 2028, 2029, 2030, une fois que ce premier cycle d'investissement sera passé. Pourquoi? Parce que je retourne sur les résultats pour vous le montrer. La croissance de Microsoft Azure, le meilleur segment de Microsoft et de loin, est de 40% par an. Sauf que c'est un plafond qu'a mis Microsoft. On est bloqué à 40%. En sachant que OpenAI prend 13% des 40%, donc de la croissance des 40%. Donc on n'est que sur 27% en réalité, puisque OpenAI est un contrat circulaire, comme on appelle, donc qui vient d'une entreprise, qui rentre dans la même entreprise et qui redistribue l'argent en interne. Bref, on a donc une croissance de 40% qui est capée, qui est
capé à 40 puisque tout simplement, on n'a pas la vitesse ni l'infrastructure nécessaire pour traiter plus de contrats. Voilà pourquoi on va avoir 190 milliards de dollars de CAPEX pour investir massivement dans des infrastructures IA, dans des data centers ultra puissants, dans des systèmes de refroidissement pour optimiser ceux actuels. Et ça fait 190 milliards de dollars. Et c'est pour ça qu'actuellement, beaucoup d'entreprises s'en mettent plein les poches dans le secteur des semi-conducteurs, puisque tout le monde accélère et puisque, ça y est, c'est rentable, entre guillemets. Puisque la croissance, elle est là, la croissance des bénéfices est à 19% par an sur les 10 dernières années pour Microsoft en moyenne, 19% en moyenne par an, quand le chiffre d'affaires est à 14%, ce qui est déjà solide, l'operating cash flow à 17%, mais le free cash flow à 12% et continue de ralentir, puisque tout simplement, on investit massivement et on crée donc une différence entre nos operating cash flow et nos free cash flow. Maintenant, si on regarde sur les 15 dernières années, eh bien, vous voyez qu'on a souvent peu eu de baisse sur les capex qu'investissait Microsoft d'une année à l'autre. Ce qui veut dire, et la question qu'on peut se poser, est-ce qu'à la suite des années 2026 et 2027 où on va investir des centaines de milliards de dollars, est-ce qu'on va pouvoir continuer de maintenir le même flow, entre guillemets, puisqu'il va falloir maintenir quand même les infrastructures, continuer à maintenir une croissance, à investir massivement, eh bien, on va peut-être utiliser d'autres leviers, comme la dette, puisque sur Microsoft, vous voyez, la dette nette est extrêmement faible, on est à peine à 12 milliards, là où en 2017, on était monté autour des 80. Au niveau des ratios sur EBITDA, on est à 0,08, et donc il nous reste un levier massif qu'on n'a pas encore utilisé. Maintenant, et la question, il y en a plusieurs, déjà en dividende, on voit que Microsoft, on est sur quelque chose de clean, à quel point on peut se rendre compte, et avec notre routine de rendement sur coût qui est littéralement inédit, que personne d'autre n'a parmi toute l'industrie des screeners, sachez-le, eh bien, si on a toujours cette croissance de 8% par an sur le dividende avec 1% de la supply d'actions qui se fait racheter chaque année par Microsoft, eh bien, on s'en sort avec un rendement sur coût de 2,1%. Ce qui veut dire que même le dividende sur Microsoft peut offrir un retour intéressant et ça, d'autant plus si on le garde longtemps, puisque vous le voyez, actuellement, on a un rendement qui est assez faible et pour 10 actions, on touche 36,4 dollars par an de dividendes, c'est très faible, mais dans 10 ans, avec toujours ces 10 mêmes actions, on serait à 86 dollars, c'est-à-dire qu'on aurait fait plus de fois 2. Et ça avec uniquement une croissance qui est de 8% par an. Ça c'est dans le scénario classique, dans le scénario lambda de Microsoft. Avec une accélération claire et nette, je pense que le retour aux actionnaires, notamment au niveau des rachats d'actions, pourrait s'accélérer. Mais déjà au niveau des dividendes, c'est propre. Maintenant, au niveau de la valorisation, et c'est là où vraiment il y a une opportunité sur cette entreprise, quand on regarde sur les 15 dernières années, eh bien ça fait longtemps qu'on n'est pas descendu aussi bas. Et depuis qu'on a un business vraiment aussi pertinent que ça, avec les softwares qui fonctionnent super bien, c'est-à-dire depuis les investissements d'après Xbox, d'après moteur de recherche avec Edge, d'après licence Windows, c'est-à-dire environ en 2017, quand Azure a commencé à pointer le bout de son nez, quand Office est passé en licence annuelle payante, quand on a eu un développement qui a commencé sur les infrastructures IA autour de 2022, eh bien on n'est pas descendu une seule fois en dessous des 22 de price earning ratio. Sauf que devinez quoi ? On l'a fait une nouvelle fois en mars et personnellement je me suis positionné, Bill Ackman s'est positionné et ça en vendant du Alphabet qu'il considère toujours comme l'une des meilleures actions du monde. Pourquoi il a vendu Alphabet déjà ? Parce que c'est cher, c'est très très cher Alphabet, ça ne paye pas sur les mêmes multiples, c'est au-dessus de ses médianes historiques alors que là sur Microsoft on est en dessous. On a 25 fois les bénéfices et si on regarde en forward, c'est-à-dire sur les bénéfices prévus pour 2026, eh bien on est à 21 fois les bénéfices de 2026. Et c'est à partir de ce seuil que Bill Ackman a tout simplement acheté. Et on est descendu jusqu'à 18. Donc clairement, on a été beaucoup acheté, beaucoup se sont régalés, mais c'est toujours actuellement une opportunité. Et tu vas le voir, on va calculer tout simplement son juste prix grâce à son net income, c'est-à-dire son résultat net. Et ça sur 10 ans, puisque quand on investit sur le long terme, c'est au minimum 10 ans. Je suis désolé de vous l'annoncer, 2-3 ans, ce n'est pas du long terme. C'est la limite entre le court terme et le moyen terme. Allez, du moyen terme si vous voulez. Au-delà de 7 ans, on commence à discuter. Maintenant, au niveau des 10 prochaines années, ce qu'on peut s'attendre au niveau des bénéfices nets, c'est d'avoir du 14% de croissance sur Microsoft. Et ça, c'est en restant vachement protecteur. Sachez-le, Microsoft peut viser beaucoup mieux. Vraiment beaucoup mieux. Mais on va rester dans la fourchette basse, restons à 14%. Des rachats d'actions perpétuels qui vont continuer. Et le multiple terminal va vraiment être le défi pour répondre à cette question. Je vais laisser un taux de rendement de 12%, et ce, même si on a un rendement de dividende à autour des 1%. Donc en réalité, c'est du 13% par an qu'on va viser sur Microsoft grâce à ce 1% de dividende aussi, qui est clairement du bonus. On n'investit pas sur Microsoft pour son dividende. Mais ça peut faire partie de l'équation à long terme et vous l'avez vu avec le rendement sur coût. Donc au niveau du multiple terminal, à combien on peut se dire que Microsoft va être en moyenne sur les 10 prochaines années ? Et en prenant la moyenne des 10 dernières années, on est à 32. Sur les 15 dernières années, on est à 28. Alors est-ce qu'on ne peut pas se dire que 28 serait un bon prix moyen pour Microsoft? Et donc regardez dans notre calculateur ce que ça donne à 28.
Eh bien, regardons tout simplement. À 28, notre juste prix serait de 620 US dollars avec 16,5% de croissance annualisée. Donc, on va aller voir beaucoup plus bas que ça. Et pour voir beaucoup plus bas que ça et pour prendre un maximum de sécurité, on va prendre tout simplement le ratio actuel moins 2. On va même aller se baser aux points les plus bas qu'on a touchés sur les 15 dernières années, à partir du moment où Microsoft a été bon, c'est-à-dire 22 de PE ratio. Donc si on se base sur 22 de PE ratio, à ce moment-là, on va se retrouver sur un juste prix de 487 qui est plus normal, qui est plus legit. Et donc, en dessous de ce juste prix, et en tout cas c'est le juste prix que je me fixe et qu'on se fixe chez Stocklens, eh bien on peut tout simplement se rendre compte que Microsoft actuellement est bradé, et ce malgré le fait qu'on a repris quand même quelques pourcents sur ces dernières semaines. Comme vous voyez, on était tombé autour des 350, on est quand même remonté à 420, donc une belle montée, beaucoup en ont profité. Je ne pense pas que ce soit la fin, mais pour créer et pour vous-même faire votre propre juste prix, vraiment, utilisez les 14 jours d'essai gratuits qui sont en bio, en description de cette vidéo, et faites vos justes prix, et ça sur toutes les actions. Une fois que vous l'avez fait, vous l'ajoutez à votre watchlist, juste ici. Mon juste prix est à 487, et sur la gauche, vous avez vos watchlists, et vous pouvez voir vos positions. Microsoft qui a un prix de 421 dollars, un juste prix à 487, qui représente 15% de hausse. Et donc, mathématiquement, on a une recommandation d'achat qui est fixée par votre propre juste prix. Si mon juste prix était en dessous, eh bien, ce ne serait pas la même chose. Mais vous pouvez faire ça sur plus de 30 000 actions. Donc vraiment, je vous invite à aller tester l'outil qui est en description, Stocklens. On l'a créé, on l'a développé en étant des investisseurs, et ça, c'est assez rare dans le milieu. Et clairement, tout est optimisé pour que tu comprennes facilement, mais que tu trouves quand même toutes les datas dont tu as besoin pour analyser une action. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'acheter du Microsoft en 2026? La question est bonne à poser et ma réponse est oui personnellement puisque j'en ai acheté, mais tout dépend de votre cas et de votre stratégie et de vos croyances sur ce qui va arriver dans les années à venir. Est-ce qu'on va continuer à pouvoir générer du cash flow ensuite après ce gros cycle de CAPEX, ou est-ce qu'on va être obligé de maintenir un seuil de CAPEX extrêmement élevé et donc générer moins de cash flow? Ça, c'est à vous de me le dire par la suite et c'est à vous d'en prendre la décision. Bill Ackman a pris le pas, chez Stocklens on a pris le pas aussi. Est-ce que vous allez le faire? Dites-le moi en commentaire, dites-moi aussi les actions que vous voulez voir. Abonnez-vous à cette chaîne, likez cette vidéo et on se retrouve dimanche prochain à 18 h pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.